À la fin du 19e siècle, 3 découvertes majeures marquent les débuts de la transmission d'informations sans fil. En 1888, le physicien allemand Heinrich Hertz démontre l'existence des ondes électromagnétiques. Quelques années après, Édouard Branly crée un dispositif capable de capter les ondes électromagnétiques et de les convertir en électricité, une sorte de récepteur. C'est le cohéreur. Entre-temps, Alexander Stepanovich Popov invente l'antenne pour mieux capter ces ondes. Finalement, l'Italien Guglielmo Marconi réunit ces innovations et en 1896, la télégraphie sans fil, la TSF, voit le jour. En 1899, Guglielmo Marconi réalise même la première transmission entre la France et l'Angleterre, un exploit. Les messages sont encore envoyés en code Morse et la TSF équipe rapidement les bateaux et les avions. Le prochain défi, c'est de transmettre la voix de son interlocuteur n'importe où et sans fil. L'inventeur canadien Reginald Fessenden est le premier à transmettre sa voix à 80 km de distance en 1900. 6 ans plus tard, il aurait même diffusé la première émission de radio de l'histoire depuis l'État du Massachusetts qui sera captée par des bateaux dans un rayon de 5000 km. Une sacrée surprise pour les marins. En 1921, l'inventeur américain Charles Francis Jenkins transmet pour la première fois une image animée à l'aide d'une machine reliée aux lignes téléphoniques. Quelques années plus tard, il développe la radiovision, qui diffuse des images et du son sans fil. À la même période, le physicien russe Vladimir Svarikhin dépose le brevet de l'iconoscope, composant d'un prototype de caméra électronique capable de filmer et transmettre des images en direct. En 1926, c'est l'Écossais John Logie Baird qui présente son téléviseur à la Royal Institution de Londres. Il réalise 3 ans après les premières émissions avec la chaîne anglaise BBC. La télévision couleur est ensuite disponible dans les années 1950 aux États-Unis et dès 1967 en France, où la télévision analogique, qui utilise les ondes hertziennes, prend de l'ampleur. Finalement, au début du XXIe siècle, près de 20 millions de Français possèdent un téléviseur et peuvent recevoir plus de 80 chaînes en continu, alors qu'en 1937, il y avait seulement quelques centaines de postes et 30 minutes d'émission par jour. L'informatique voit le jour pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, le premier ordinateur entièrement électronique est créé. C'est l'ENIAC. Mais rien à voir avec les ordinateurs actuels. Cette machine programmable pèse 30 tonnes et occupe plus de 150 mètres carrés. Elle est utilisée par l'armée américaine pour calculer la trajectoire des projectiles en seulement 20 secondes. La taille des ordinateurs diminue progressivement grâce à l'invention du transistor, du circuit intégré et finalement du microprocesseur. Les ordinateurs deviennent moins énergivores et moins coûteux. Et la prochaine étape, c'est de les utiliser pour communiquer. En 1969, ARPANET, le tout premier réseau de transmission de données, est lancé. Développé par le département de la défense américaine, la DARPA, il est destiné aux militaires et aux scientifiques et permet aux ordinateurs connectés d'échanger des informations via des routeurs, des postiers électroniques chargés de rediriger les informations vers le bon destinataire. En Europe, c'est le Minitel qui est lancé dans les années 1980. Avec cet annuaire électronique, les utilisateurs peuvent acheter des billets d'avion, jouer à des jeux ou encore demander des renseignements en ligne. Enfin, en 1990, la première page web est créée. C'est la naissance de l'Internet que nous connaissons. Au cours des années 1970, la France fait de grands travaux d'équipement en matière de téléphone. 15 millions de lignes fixes sont installées et en 1983, ce sont 80% des Français qui y ont accès. En parallèle, l'entreprise américaine Motorola développe un téléphone portable expérimental. L'idée est lancée et les premiers modèles analogiques sont commercialisés au milieu des années 1980, comme le Mobira Senator de Nokia qui pèse presque 10 kilos. Ces téléphones mobiles se connectent à des stations de base, des bornes d'accès qui distribuent le réseau. Plus tard, les mobiles, utilisant une technologie numérique, font leur apparition, comme les systèmes GSM, qui permettent d'envoyer des messages textes. Mais la vraie révolution, c'est la mobilité.
le téléphone se connecte aux antennes relais au fur et à mesure qu'on se déplace. On parle alors de 2G pour deuxième génération. À la fin des années 1990, les services GPRS et Edge offrent un accès au réseau Internet encore limité avec un débit très bas. Il faut attendre le début des années 2000 pour que les systèmes 3G se commercialisent. Les téléphones peuvent alors accéder à Internet plus rapidement, même en mouvement. À l'aube du XXIe siècle, il faut libérer de la place sur les ondes. Par exemple, en 2011, la télévision passe de l'analogique au numérique avec l'essor de la TNT, ce qui permet aux téléviseurs de recevoir des centaines de chaînes différentes et d'augmenter la qualité des images. Pour la téléphonie, avec le développement de la 3G, les opérateurs comme Orange, SFR, Bouygues et Free déploient de nouveaux réseaux pour gérer le nombre de smartphones qui explose. En 2012, la 4G est lancée officiellement en France. Elle multiplie le débit maximal par 100, ce qui facilite la multiplication des applications mobiles et des réseaux sociaux. Certains utilisateurs ne sont même pas des humains, mais des machines qui utilisent Internet. Ce sont les objets connectés. L'Internet des objets se développe et part à l'assaut de nouveaux secteurs comme la domotique, la santé connectée, l'usine du futur et les véhicules autonomes. Depuis 2018, le monde compte plus de 4 milliards d'utilisateurs d'Internet et plusieurs millions de mails sont envoyés chaque seconde. Et ce n'est pas fini. Le réseau 5G sera disponible en France vers 2020. Il connectera toujours plus d'objets sans fil avec un meilleur débit, plus de rapidité ou encore une plus grande fiabilité de transmission. Des milliards d'utilisateurs artificiels pourraient même cohabiter avec nous sur le réseau. Alors, demain, on sera tous hyper connectés ? Comment un téléphone portable téléphone-t-il? Nina appelle Maxime sur son téléphone portable. Que se passe-t-il quand Maxime décroche et dit « Allô ?» Comment ce son est-il transporté jusqu'au portable de Nina? Eh bien, le téléphone mobile de Maxime transforme d'abord la voix de Maxime en un signal numérique, c'est-à-dire une succession de 0 et de 1. Puis ce signal est envoyé par voie hertzienne vers une antenne relais. Cette antenne transmet le signal au réseau téléphonique fixe auquel elle est directement reliée. Ce réseau achemine le signal jusqu'à l'antenne relais la plus proche de Nina, qui envoie le signal jusqu'au téléphone portable de Nina. Enfin, celui-ci transforme le signal numérique en un signal capable d'exciter le haut-parleur du téléphone, qui le transformera en son similaire à ceux émis par Maxime. La communication entre le téléphone et le relais se fait par voie hertzienne, comme la radio ou la télévision. La radio FM utilise des fréquences vers 90-100 MHz, la télévision vers 400-800 MHz. La téléphonie mobile utilise deux bandes, l'une à 900 MHz et l'autre à 1800 MHz. De la même manière que chaque station de radio de la bande FM se voit attribuer une fréquence particulière, chaque communication utilise aussi une fréquence spécifique. Ou plutôt deux. Une pour le trafic du téléphone vers l'antenne et une deuxième pour le trafic dans l'autre sens. Le nombre de fréquences disponibles sur une antenne relais est limité, si bien qu'une soixantaine de communications simultanées seulement sont possibles. Pour que le téléphone puisse envoyer un signal jusqu'à une antenne relais, il faut, avant toute chose, qu'il soit à portée d'une antenne. Comme une antenne relais a une portée maximale d'une trentaine de kilomètres, un opérateur de téléphonie mobile doit commencer par installer un grand nombre d'antennes relais pour couvrir tout le territoire qu'il veut desservir. Pour couvrir la surface de la France métropolitaine, moins de 200 antennes d'une portée de 30 km suffiraient. Alors qu'en réalité, plus de 50 000 antennes sont installées en France début 2012. Même si l'on divise par le nombre d'opérateurs, ça fait encore beaucoup. La raison ? Eh bien, la portée réelle d'une antenne est diminuée par un tas de facteurs, comme la géographie, la végétation ou encore la présence d'immeubles. Et ce n'est pas tout. On a vu qu'une antenne ne peut gérer qu'un petit nombre de communications téléphoniques simultanées, typiquement une soixantaine. Donc, dans les zones à forte densité de population, il faut mettre des antennes plus rapprochées. Si l'on ne mettait qu'une seule antenne relais au-dessus de Paris, elle couvrirait plus de 10 millions d'habitants, mais seuls 60 pourraient téléphoner en même temps. Les opérateurs
divise donc le territoire en cellules de surface variables, en fonction de la géographie et de la population. Pour faciliter la représentation de la couverture, on utilise des cellules hexagonales. Mais bien sûr, la forme réelle de la zone desservie par une antenne peut être très différente. Et les signaux émis par une antenne ne s'arrêtent pas au bord de la cellule, mais continuent bien au-delà. Au centre de la cellule, l'antenne envoie en permanence dans toutes les directions un signal d'identification avec le nom de l'opérateur et le numéro de la cellule. Lorsqu'on allume un mobile, il recherche ces signaux d'identification. S'il n'en trouve pas, c'est qu'il est dans une zone non couverte et tout appel est impossible. S'il en trouve plusieurs, il mesure la puissance du signal reçu et choisit l'antenne avec le meilleur signal. Il envoie alors à l'antenne correspondante un signal d'identification. L'antenne transmet cette information au centre de commutation qui gère le réseau de l'opérateur mobile. Et donc, si quelqu'un veut l'appeler, le centre de commutation sait vers quelle cellule diriger l'appel. Le téléphone mobile mesure en permanence la qualité du signal envoyé par l'antenne relais. Si elle diminue trop, le téléphone teste à nouveau tous les signaux d'identification d'antenne qu'il peut trouver. S'il en trouve un meilleur, il en informe l'antenne relais, qui en informe le centre de commutation. La bascule se fait très rapidement et n'est pas perceptible par l'utilisateur, même en cours de communication. Nous avons vu qu'une communication téléphonique consiste en une transmission de signaux numériques. Rien n'empêche donc de transmettre des données numériques issues d'autres sources, comme des photos ou des pages web. Si ce n'est que la quantité d'informations est beaucoup plus importante et nécessite des débits de transmission plus élevés. C'est pour cette raison que le réseau 3G vient compléter le réseau 2G que l'on vient de décrire. Il a nécessité, comme le réseau 2G, le déploiement d'environ 50 000 antennes supplémentaires et de toute une infrastructure. Mais les principes de fonctionnement restent les mêmes. Qu'est-ce qu'un réseau de téléphonie mobile ? Un réseau de téléphonie mobile permet l'utilisation simultanée d'un grand nombre de téléphones mobiles et de terminaux connectés. Il est composé d'antennes relais couvrant chacune une portion de territoire délimitée. En France métropolitaine, 4 opérateurs ont été autorisés par l'ARCEP à utiliser les bandes de fréquences indispensables au déploiement d'un réseau mobile. Dans les départements et territoires d'outre-mer, d'autres opérateurs ont obtenu ces fréquences. Comment mon téléphone capte le réseau mobile ? Il faut vous trouver à portée d'une antenne relais investie par votre opérateur mobile, de sorte à réceptionner un signal radio suffisamment puissant. Le mobile évalue en continu la puissance des signaux à proximité. Si vous vous éloignez, il peut ainsi basculer vers une nouvelle antenne relais pour éviter que la connexion se dégrade. C'est un transfert intercellulaire. En haut à droite de votre écran est indiqué le réseau emprunté, à savoir celui de votre opérateur, mais aussi la qualité du signal et la technologie utilisée. Que signifient 2G, 3G, 4G et 5G ? En France, 3 technologies de réseau mobile sont principalement utilisées. Le GSM, ou 2G, son débit maximal est de 200 kbps par seconde. L'UMTS, ou 3G, son débit maximal est de 40 Mbps par seconde. Et enfin le LTE, ou 4G, qui est actuellement la technologie mobile la plus performante. Elle peut atteindre des débits allant jusqu'à 1 Gbps par seconde. Désormais, la quasi-totalité de la population est couverte en 2G ou en 3G. Le déploiement de la 4G est, lui, encore inégal selon les opérateurs et les zones d'habitation. La 5G est prévue pour 2020. Quelles sont les conditions à réunir pour bénéficier de la 4G ? Pour bénéficier de la 4G, vous devez posséder un terminal et un abonnement mobile compatible 4G et, bien sûr, vous trouver dans une zone couverte par le réseau 4G de votre opérateur. Sinon, le téléphone s'adapte à la technologie réseau disponible, qu'il s'agisse de 3G ou de 2G. Internet débarque à bord des TGV pour vous offrir gratuitement une expérience de voyage connectée. Parce que vous nous le demandez depuis longtemps, nous avons relevé les défis techniques pour vous fournir une connexion Internet à 300 km/h. En fait, comment ça fonctionne ? SNCF a équipé chaque rame TGV d'antennes permettant de capter les réseaux 4G des opérateurs. Mais figurez-vous qu'à la vitesse du TGV, la connexion du signal dure moins d'1 minute. C'est pourquoi des bornes ont été installées tous les 3 km sur l'ensemble des principaux axes à grande vitesse, ce qui représente plus de 1000 antennes pour relayer la connexion.
L'installation se fait donc progressivement pour que dès fin 2017, nous vous proposions une connexion sur les principales lignes TGV. Les équipes SNCF sont donc en train de déployer dans 300 rames TGV l'équivalent de 124 km de fibre optique et installer 18 000 antennes. Un détail tout de même. Imaginez plusieurs centaines de personnes dans votre salon dont la plupart se connectent à votre box. C'est beaucoup et c'est un peu ce qu'il se passe dans votre TGV. Nous avons donc fait des choix. Nous vous garantissons une connexion Internet simple et la possibilité d'envoyer et recevoir vos emails. Pour les consommations très gourmandes, votre connexion sera ralentie, voire limitée sur certaines portions du voyage. Et pour enrichir votre trajet, nous vous invitons à découvrir toutes les fonctionnalités de notre portail. Une carte interactive pour suivre votre voyage en direct, des services à bord et des nouveautés régulières. Bon surf à tous! Le Wi-Fi, on l'utilise tous les jours, mais au fond, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Wi-Fi, ce sont des ondes radio. Alors, ça se promène dans l'air, on ne le voit pas. Mais c'est bien pratique. Le Wi-Fi, pour que ça marche, il vous faut un émetteur et puis un récepteur de l'autre côté. Un ordinateur, un smartphone, mais aussi une imprimante ou des objets connectés comme par exemple des petites caméras. Le Wi-Fi est bidirectionnel, ça veut dire que les informations circulent dans les deux sens. Et le Wi-Fi, à quoi sert-il? Eh bien, à remplacer les câbles. Alors il existe plusieurs Wi-Fi. Eh oui, parce que sinon ce serait trop simple. Vous avez le Wi-Fi A, B, G, N, actuellement le Wi-Fi AC, dans le futur le Wi-Fi AX ou encore le Wi-Fi AH pour les objets connectés. Ce qui varie, c'est d'abord la fréquence, 2,4 ou 5 GHz. Plus on monte en fréquence et plus on augmente le débit, c'est-à-dire la puissance du Wi-Fi, mais plus on perd en portée, c'est-à-dire la distance couverte. Le Wi-Fi, vous l'avez sans doute remarqué, chez vous, parfois ça ne marche pas très bien. Il y a plusieurs explications à cela, au-delà des problèmes de fréquence et de normes. D'abord, la qualité du matériel, tout simplement. La box de votre opérateur est peut-être un peu ancienne, alors qu'un routeur qui ne s'occupe que de faire du Wi-Fi avec les toutes dernières technologies fonctionnera a priori un peu mieux. Mais il y a aussi des perturbateurs extérieurs. Par exemple, un mur très épais avec des armatures en fer à l'intérieur ou bien une porte métallique. Enfin, il peut y avoir des interférences. Par exemple, un four à micro-ondes. Surtout si c'est un four un peu ancien avec des fuites ou même un ascenseur pas très loin de votre appartement, ça peut perturber votre réseau Wi-Fi. Mais le pire, c'est peut-être le soir, lorsque dans un immeuble, tout le monde se met à se connecter chez soi à son réseau Wi-Fi. Alors là, il y a énormément de perturbations, surtout avec la vieille fréquence 2,4 GHz. Quand on parle de Wi-Fi, il y a toujours une question, est-ce que c'est un danger pour la santé? Alors il faut savoir qu'en réalité, les émissions de Wi-Fi sont très faibles, 20 fois moins puissantes que celles d'un téléphone mobile. Plus vous vous éloignez de votre routeur et plus la puissance diminue. À 10 cm, on a déjà perdu plus de 50% de la force d'émission du Wi-Fi. Bref, il peut y avoir quelques effets secondaires pour certaines personnes, les personnes dites électrosensibles, mais qui ont déjà beaucoup de mal à vivre dans le monde hyper connecté qui nous entoure. La 4G, c'est la téléphonie mobile de 4e génération, comme son nom l'indique. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et ça veut dire qu'il y a eu d'autres générations avant? Eh bien oui, il y a eu la 1G, la première génération, il y a eu la 2G dans les années 90, qui correspondait à diverses technologies comme le GSM, le GPRS ou l'Edge. Il y a eu la 3G, également appelée UMTS, en l'an 2000. Et enfin la 4G, commercialisée à partir de 2010-2013. Bon, je vous passe les générations intermédiaires, 3G+, 3G++, etc. Eh bien la 4G, ça change tout. Ça permet de se connecter à Internet via un mobile aussi rapidement qu'avec un ordinateur à la maison via une connexion ADSL. Des débits théoriques de plus de 100 mégabits par seconde. On peut regarder des vidéos, envoyer de gros fichiers. Et puis ce qui change aussi, c'est que désormais tout est numérique. Même les communications vocales qui utilisent le protocole Internet. C'est la voix sur IP. Avec la 4G, on abandonne définitivement le mode commuté qui était jusqu'à présent utilisé pour la voix. La 4G fait appel à une technologie de communication appelée LTE, Long Term Evolution. Bon alors en fait, non, parce que le LTE, c'est pas exactement de la 4G, ce serait plutôt de la 3,9G, car on n'atteint pas tout à fait les débits fixés par les conventions internationales. Mais on ne va pas chipoter, puisque certains opérateurs n'ont pas hésité à commercialiser du LTE en guise de 4G. Mais en principe, la vraie 4G,
c'est le LTE Advanced. Et là, ça va encore plus vite. Tous les smartphones modernes sont compatibles 4G. Dès que vous voyez le petit logo 4G s'allumer, ça veut dire que vous êtes dans une zone de réception 4G. Eh bien la 5G, c'est la 5e génération. Ça devrait permettre d'atteindre 100 fois la vitesse de la 4G, 1000 fois celle de la 3G. On franchira la barre du gigabit, 1000 mégabits par seconde. En laboratoire, il a même été possible d'atteindre 12 gigabits par seconde. La 5G deviendra utile lorsque la 4G sera saturée à cause notamment des objets connectés. Mais ce n'est pas pour tout de suite, pas avant 2020. Heinrich Hertz et les ondes électromagnétiques. Perturbations dans le réseau de télédiffusion. Les programmes du soir sont interrompus dans des millions de foyers. Activité fébrile à la tour de la radiodiffusion à Hambourg. L'équipe de techniciens inspecte le réseau d'ondes radioélectriques, le réseau hertzien. Le problème est réglé, la télé marche. Les marins communiquaient encore par signaux à bras quand les ondes hertziennes furent découvertes. Quelques-unes de ces expériences étaient basées sur les théories du chercheur écossais James Maxwell. Les célèbres équations de Maxwell démontrent que la lumière visible étant une forme d'onde électromagnétique, il doit exister d'autres ondes électromagnétiques possédant des longueurs différentes. « 1886. Hertz constate un nouveau phénomène, la décharge d'un inducteur produit de petites étincelles sur une bobine voisine. Cela semblerait prouver que des ondes magnétiques sont à l'œuvre. Aidé de son assistant, il commença à étudier systématiquement ce phénomène. Il construisit d'abord une installation comprenant un émetteur à gauche sur le bureau et un récepteur à droite. Hertz s'approche de l'émetteur. Ça fonctionne. À une distance de 2 mètres, le récepteur émet lui aussi des décharges électriques. Hertz en est certain à présent, des ondes électromagnétiques invisibles produisent ce phénomène. Elles se propagent dans la salle et transportent les tensions qui engendrent les étincelles du récepteur. Helmholtz, l'ancien professeur de Hertz, fut le premier à être informé de ces découvertes sensationnelles. Son verdict, bravo. Hertz publia le résultat de ses expériences sur la vitesse de propagation de l'effet électromagnétique. Il poursuivit assidûment ses recherches. Il écrit dans une lettre à ses parents « Je travaille comme un manœuvre en usine, répétant chaque geste 1000 fois et ne faisant rien d'autre que percer des rangées de trous pendant des heures. » Il fait part de ses progrès à son père, devenu entre-temps sénateur de Hambourg. Si l'effet magnétique est vraiment de caractère ondulatoire, on peut également prouver des phénomènes typiques tels la réflexion et l'interférence. Fin 1888. Hertz expérimente de nouveau dans une salle de cours. Il veut prouver que les ondes électromagnétiques se réfléchissent sur un miroir en métal. Toute la longueur de la salle est nécessaire pour l'essai, car l'installation de Hertz ne peut produire que des ondes radioélectriques d'une longueur de 60 cm. À gauche l'émetteur, à droite le récepteur. Un croquis de l'expérience au tableau noir. Les traits sont les rangées de bancs. Hertz marque l'emplacement du réflecteur. La plaque de zinc de 2 mètres de hauteur est placée au fond de la salle.
Les phénomènes lumineux produits par le récepteur étant très faibles, il faut que l'expérience soit faite dans le noir pour pouvoir les percevoir. Hertz et son assistant ont parfois besoin de longues heures avant que leurs yeux ne s'habituent à l'obscurité. L'inducteur est mis en marche. Le rayon électromagnétique se propage, les ondes se réfléchissent sur la plaque de zinc et repartent vers le récepteur. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. L'assistant se place dans la trajectoire du rayon. Son corps absorbe les ondes, résultat, pas d'étincelle au récepteur. Ces expériences permirent à Hertz de déceler les propriétés des ondes électromagnétiques. Une des propriétés nous intéressant tout particulièrement, les interférences. Elles perturbent ou renforcent la réception des ondes dans nos postes de radio ou de télévision. Une onde arrive à notre antenne. Nous recevons un signal. Une autre onde, créée peut-être par la réflexion, vient se superposer à la première onde. La réception est renforcée si toutes deux vibrent dans la même direction. Mais la crête et le creux des ondes se détruisent si elles sont en opposition de phase. La réception est alors perturbée. Mais retournons à notre inventeur. Le professeur Hertz avait entre-temps acquis une célébrité mondiale. En 1889, il était appelé à l'université de Bonn. C'est là qu'il achève son livre de théorie fondamentale, Les principes de la mécanique. Il meurt avant la publication de son ouvrage en 1894. Il succombe à une septicémie juste avant son 37e anniversaire. Sur son lit de mort, il écrit à ses parents « S'il devait m'arriver quelque chose, ne pleurez pas. Mais soyez un peu fiers de moi et pensez que je suis de ces élus qui ont une vie courte mais bien remplie. » La science rendit hommage à Hertz en donnant son nom à l'unité mesurant les fréquences. Une unité hertzienne est égale à un cycle par seconde. En Europe, le réseau de courant électrique alternatif a une fréquence de 50 Hz. Cela équivaut à une longueur d'onde de 6000 km. Les ondes du courant à basse fréquence sont 10 fois plus courtes. Dans la gamme des ondes par ordre de longueur décroissante, les fréquences des ondes de radio et de télévision. Les micro-ondes des radars, les rayons infrarouges, les radiations visibles et les rayons ultraviolets. Les ondes les plus courtes sont les rayons X et les rayons gamma. De nombreux domaines s'emparèrent de la découverte de Hertz. L'Italien Marconi fut le premier à se servir des ondes hertziennes dans la télégraphie sans fil. Il prit le détecteur d'Edouard Branly comme récepteur. Le Russe Alexandre Popov, rival numéro 1 de Marconi. À cette époque, on utilisait encore la vapeur pour produire l'énergie nécessaire à la nouvelle télégraphie sans fil. Après les premiers appareils à étincelles, l'invention de l'émetteur à impulsion augmenta les performances. On put transmettre sur de longues distances. Les tubes amplificateurs furent mis au point par l'Autrichien Robert van Lieben. Ils permirent la diffusion du parler et de la musique. La radiophonie était née et avec elle, les premiers programmes de radio. Und nun bringen wir eine Übertragung aus dem Opernhaus. L'ère des médias démarra en flèche. Bientôt, on utilisa les ondes radioélectriques hertziennes pour la transmission d'images. En Allemagne, les premiers programmes télévisés réguliers furent diffusés à partir de 1935. Toutes les émissions étaient en direct. Un reportage depuis l'hippodrome de Berlin.
Gräfin Isabella. Jetzt geht es in den Einlaufbogen. Unverändert ist die Spitzengruppe. Das Publikum ist etwas höchst erregt, eine ungeheure Überraschung droht. Jetzt stürmt die Außenseiterin Vineta vom 4. Platz aus nach vorn. Ruckartig wirft sie ihr Reiter an allen Gegnern vorbei. Jetzt führt Vineta, dahinter Marschall vorwärts. Ein voller Endkampf. Quelques dizaines d'années plus tard, une multitude d'émetteurs de radio et de télévision avait envahi le monde. Ils envoient leurs programmes dans les airs par ondes radioélectriques sur des bandes de fréquences différentes. Les antennes captent les ondes invisibles et les transforment en son et en images. Senderichtungen Westafrika, Südamerika, Australien, Nordamerika, Nah- oder Fernost. Aujourd'hui, de nombreux secteurs utilisent les ondes hertziennes. Les services de radiocommunication transmettent également sur des fréquences radio. Certaines fréquences nous permettent de téléphoner sans fil. La télécommunication partout à toute heure, le summum du progrès ou une vision d'épouvante. La technique a ajouté les régions spatiales au réseau hertzien terrestre. Certaines ondes radioélectriques ayant la propriété de traverser les couches atmosphériques, des satellites peuvent assurer les liaisons de radiocommunication. Mise en orbite d'un satellite de télécommunication. Ces satellites permettent les liaisons téléphoniques intercontinentales ainsi que la transmission en direct de programmes télévisés dans le monde entier. De grandes stations terriennes envoient des programmes télévisés par miroir parabolique aux satellites qui les retransmettent. Le miroir parabolique, symbole de l'ère du satellite. Des centaines de satellites de télécommunications occupent aujourd'hui notre univers spatial. Les ondes hertziennes ne sont pas seulement une invention de l'homme, l'univers en est rempli. Les étoiles, les galaxies émettent des ondes radioélectriques invisibles à l'œil nu. Des radiotélescopes comme celui d'Effelsberg en Allemagne étudient les astres émettant des ondes radioélectriques. La radioastronomie nous entrouvre la porte du cosmos invisible et contribue à expliquer l'évolution de l'univers. Reproduites en couleur, les ondes radioélectriques émises du centre de la Voie lactée. Les ondes hertziennes, un phénomène nous aidant à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les ondes radio sont plutôt magiques. En effet, c'est une sorte d'énergie invisible. Cette antenne peut en capter suffisamment pour alimenter ce récepteur rudimentaire que j'ai fabriqué. Il n'a pas de pile. Il dépend totalement de l'utilisation de l'énergie des ondes radio dans l'air. Le volume n'est pas très fort. Je vais donc le placer devant le micro pour vous permettre d'entendre. Un soir, j'ai réussi à capter Radio Israël émettant à Jérusalem. Bien que la radio soit une merveille, elle existe depuis si longtemps que c'est devenu un objet plutôt ordinaire. Même l'électronique à l'intérieur nous est assez familière. Durant cette émission, je vais vous montrer comment ces mystérieuses ondes radio ont été découvertes et comment les récepteurs radio les captent. Créer des ondes radio est très simple. N'importe quelle étincelle électrique en émet. Toutes ces étincelles émettent des ondes radio. Ce sont les parasites que vous entendez à la radio. C'est pour cela que l'éclair provoque des parasites. Même la plus petite étincelle d'un interrupteur peut produire un petit bruit.
Mais sans poste de radio, il est difficile de détecter ces ondes. Les scientifiques ne croient en leur existence que depuis une centaine d'années. C'est l'expérience du physicien Heinrich Hertz, faite en 1887, qui les a finalement convaincus. La première démonstration en Angleterre a été faite par un scientifique du nom de Oliver Lodge, ici à la Royal Institution. Hertz utilisa d'importantes étincelles produites par cette machine qu'on appelle une bobine d'induction. Tu peux l'allumer, Bill? Elle était reliée à ces plaques métalliques avec un espace au milieu. Ça servait d'antenne en quelque sorte. Voici le récepteur de Hertz, une simple boucle en cuivre. La grande étincelle crée des ondes radio avec suffisamment d'énergie pour qu'une petite étincelle passe d'une boule à l'autre du récepteur lorsqu'elles sont suffisamment rapprochées. Si je les tiens comme ceci... Vas-y, Bill. En regardant attentivement, vous voyez l'étincelle passer d'une boule à l'autre. Ces étincelles sont si petites que Hertz devait habituer ses yeux à l'obscurité pendant 15 minutes. Ensuite, il observait les étincelles à la loupe. Son appareil n'avait qu'une portée de quelques mètres et il n'a jamais essayé de lui trouver un usage pratique. Le premier qui utilisa des ondes radio pour envoyer des signaux fut Giuliano Marconi. Il lut un article sur le travail de Hertz. Il entama immédiatement des expériences et réussit rapidement à transmettre des signaux sur plus de 1,5 km. Il n'avait que 20 ans lorsqu'il arriva en Angleterre pour vendre ses idées. Marconi avait découvert qu'en reliant une extrémité de l'appareil à un long fil vertical, son antenne était bien meilleure que celle de Hertz. Il améliora son idée en reliant l'autre extrémité à la Terre. Mais son émetteur était pratiquement le même que celui de Hertz. N'importe quelle étincelle fera l'affaire. Ici, Rex utilise celle du circuit d'allumage de sa voiture. Cet émetteur primitif avait une portée étonnante. Marconi utilisait un récepteur beaucoup plus sensible appelé cohéreur, fondé sur un concept d'Oliver Lodge. Ceci est une fabrication maison, un simple tube de limaille de nickel obtenu en limant une pièce. Vous fixez une extrémité à l'antenne et l'autre à la Terre. Lorsque le cohéreur détecte les ondes radio, sa résistance électrique baisse radicalement, agissant ainsi comme un interrupteur qui active un circuit. Cette théorie est très compliquée et n'a été comprise que bien plus tard, mais elle est facile à appliquer. Il y a cependant un petit problème. Vous devez pouvoir le secouer afin de rétablir sa haute résistance à la fin de chaque signal. Ah, j'envoie un signal à Rex. Voici le matériel que Marconi a amené en Angleterre. Voici son émetteur avec une bobine d'induction comme celle de Hertz et ses boules concentrant l'énergie de l'étincelle. Une extrémité était reliée à l'antenne. Voici son récepteur. L'antenne s'attachait ici. Son cohéreur est à l'intérieur du tube de verre, la limaille se trouve dans l'espace du milieu et voici l'élément marquant les impulsions. Marconi envoyait en morse une série d'impulsions longues et courtes. Cet appareil n'avait qu'une portée d'environ 5 km, mais Marconi augmenta la sensibilité de ses cohéreurs et la taille de ses émetteurs pour pouvoir envoyer des messages à des centaines de kilomètres. Les émetteurs les plus grands faisaient beaucoup de bruit. Il a donc fallu les enfermer dans des caissons.
Les premiers systèmes de Marconi avaient un grand défaut. On ne pouvait pas les régler. On entend le signal de notre émetteur à étincelles sur les petites, moyennes et longues bandes de fréquences, car les étincelles créent des ondes irrégulières dans différentes longueurs de fréquences. Il fallait un émetteur plus précis qu'une étincelle. Voici la solution. Le circuit réglé. Ça ressemble à une vraie radio, mais les éléments de base sont encore assez simples. Il y a une bobine de fil ici, ou inducteur, et une série de plaques métalliques qui se chevauchent. C'est un condensateur. L'électricité circule rapidement de l'un à l'autre en oscillant des milliers de fois par seconde. La lampe sert de pompe qui régule le tout. Vous pouvez voir les ondes radio transmises par ce circuit sur cet oscilloscope branché à une petite antenne. Si je tiens l'antenne près du circuit et que j'allume, vous pouvez voir la régularité des oscillations ou des ondes qu'il transmet. Comparé à la machine à étincelles, les ondes radio sont vraiment chaotiques. Après avoir perfectionné l'émetteur à circuit réglé, on a rapidement interdit les émetteurs à étincelles, car elles polluaient les ondes. Le problème des parasites ayant été réglé, la radio semblait si miraculeuse qu'elle pouvait presque tout faire. Les premières radios étaient encore limitées. Elles ne transmettaient que de simples impulsions en morse et non pas la voix. On utilise encore le morse pour des messages sur les petites ondes et des codes d'impulsion pour des engins télécommandés. J'ai fabriqué cette petite voiture pour une série télévisée pour enfants. J'ai branché l'oscilloscope sur l'émetteur pour que vous puissiez voir le flux d'impulsion que la voiture reçoit. Si j'appuie sur cet interrupteur, celui des phares, vous voyez qu'elle émet une impulsion. Si j'appuie sur celui-ci, il émet 2 impulsions pour ouvrir la porte. Celui-ci active le volant de gauche à droite. Vous voyez qu'il émet 4 impulsions. Celui-ci émet 5 impulsions. Il contrôle la vitesse de la marche arrière, avant, etc. Chaque série d'impulsions active une fonction différente. Pour transmettre la voix et la musique au lieu des impulsions, il fallait d'abord convertir le son en un signal électrique avec un microphone et ensuite l'associer aux ondes radio. Dans le récepteur radio, le tout est reséparé. On le voit nettement sur l'oscilloscope. Si j'allume cette petite radio et que je branche l'oscilloscope sur le haut-parleur, c'est un peu fort. Voici l'image du signal sonore. Elle correspond à peu près au son qui sort du haut-parleur. Si je remonte plus loin dans le circuit, voici le signal sonore associé aux ondes radio. Les pointes correspondent encore à peu près au son qu'il émet et les ondes radio montent et descendent rapidement au milieu. Maintenant, si j'étire un peu le son, voici les ondes radio. Vous voyez que le son change constamment leur taille ou leur fréquence. C'est pour cela qu'on l'appelle modulation d'amplitude ou AM. L'homme qui a conçu la plupart des circuits pratiques pour la radio AM est un Américain du nom de Edwin Howard Armstrong. En France, durant la Première Guerre mondiale, il inventa le circuit super-hétérodyne, encore utilisé aujourd'hui. Il a ensuite vendu son brevet à RCA aux États-Unis.
appointment to see Mr. Sarnoff. Oh, Sarnoff's expecting you, Mr. Armstrong. Thanks. You're welcome. Il est devenu millionnaire du jour au lendemain et tomba amoureux de la secrétaire du patron. How about you come for a spin in my motor? Okay. Hop in there. Oh, it sure is a big one. Pour l'impressionner, il acheta une énorme Hispano Suiza et grimpa en haut de la plus grande antenne. Ils se marièrent peu de temps après. Will you marry me? Oh, Howard, my hero. Les principes fondamentaux de la radio sont toujours les mêmes. Voici l'émetteur de la BBC à Brookmans Park qui émet en moyenne fréquence au sud-est de l'Angleterre. À l'intérieur, les ingénieurs ont restauré le tout premier émetteur de la BBC, construit par la société Marconi vers 1920. Cette partie crée les ondes radio et celle-ci les associe aux signaux sonores, la modulation d'amplitude. C'est simplement une série d'énormes circuits réglés avec les lampes, les bobines de fil des inducteurs et les plaques métalliques des condensateurs. Il génère environ 2 kW. Cela peut paraître beaucoup, mais cet émetteur moderne a une puissance de 150 kW et il est beaucoup plus sophistiqué. Il diffuse Radio 3 sur AM dans tout le sud-est de l'Angleterre. À l'intérieur, les éléments de base sont pratiquement identiques. Les inducteurs sont exactement les mêmes et les lampes et condensateurs, bien qu'enfermés, fonctionnent sur le même principe. Des appareils émettant le son comme ceux-ci sont apparus durant la Première Guerre mondiale. On les utilisait pour envoyer des messages par radiotéléphonie. C'est après la guerre que les ingénieurs enthousiastes de Marconi ont lancé la radiodiffusion de divertissement. Le gouvernement créa ensuite la BBC en 1922 et la radio connut très vite une grande popularité. Au début, la plupart des auditeurs avaient des postes très simples, des postes à cristal, comme le Rexophone. Il fallait des antennes énormes, car comme pour ma radio au début de l'émission, elle n'avait pas de pile et dépendait entièrement de l'énergie des ondes radio dans l'air. Oui, c'est plus facile de voir comment les postes fonctionnaient avec cette version faite maison. Au lieu d'un cohéreur, il y avait un morceau de cristal et un petit fil de fer appelé moustache de chat. L'électricité ne passe que dans un sens entre le fil et le cristal, ayant pour effet de séparer le son des ondes radio. Comme pour le cohéreur, la théorie de la moustache de chat est très compliquée, mais elle est facile à appliquer. Parfois, le contact imparfait entre les dents et les plombages a le même effet. Certaines personnes peuvent entendre la radio dans leur tête en permanence. Et voici l'équivalent moderne de la moustache de chat, la diode au germanium. En utilisant une loupe, on voit que c'est une version fermée du même élément. La moustache touche le morceau de germanium. Ma radio du début de l'émission, ainsi que la plupart des transistors modernes, les utilisent encore. L'évolution des postes de radio a été reconstituée par Gerald Wells au musée des postes de radio d'époque. Et si vous vouliez quelque chose de mieux que le poste à cristal, qu'est-ce que vous auriez choisi? Cette radio, par exemple, avait 3 unités séparées. C'est pour cette raison qu'on l'appelait poste de radio. Elle avait un amplificateur de circuit, un détecteur et un générateur de courant. Vous pouviez capter la plupart des radios locales avec des écouteurs ou un petit haut-parleur. Quelle a été l'étape suivante? On décida de mettre tous les éléments dans une même boîte, avec moins de fils pour que ce soit plus net. Elle était un peu plus élaborée. Avec plus de stations radio, il fallait un meilleur réglage. On a donc introduit en série des interrupteurs montés en parallèle pour les antennes et les circuits, un condensateur réglable, un condensateur à réaction,
un amplificateur de signaux, un détecteur pour remplacer l'ancienne moustache de chat et 2 amplificateurs. L'appareil était assez élaboré. Pourtant, en bougeant ces barres, vous pouviez vous passer de ces éléments et écouter avec des écouteurs. Ça économisait beaucoup de batterie. Ces premières radios marchaient avec des batteries? Oui, il n'y avait pas beaucoup d'électricité. Pour les premières radios, il fallait utiliser un accumulateur de 2 volts. Parfois de 4 ou 6 volts, mais normalement de 2. Il devait être rechargé toutes les semaines. Il fallait donc en avoir 2, un en recharge et l'autre en utilisation, et vous aviez besoin d'une batterie à haute tension et d'une batterie à grille croisée. Elle durait 1 an environ et coûtait 9 pence. Celle-ci durait environ 3 mois et coûtait un peu plus de 7 pence. C'était donc coûteux. Oui, assez. Il fallait acheter une grande antenne. Toutes les semaines, vous deviez faire recharger votre accumulateur. C'était pas coûteux en soi, mais il fallait vous en occuper et vous organiser, car vous n'aviez que 20 heures d'écoute par semaine. Depuis la guerre, le plus grand changement en radiodiffusion a été l'arrivée de la FM. Elle est beaucoup moins sensible aux parasites, ce qui représente un grand avantage. L'étincelle qui couvre le son d'une bande AM ne s'entend pratiquement pas sur la FM. FM veut dire modulation de fréquence. Le principe est assez simple. Au lieu de changer l'amplitude des ondes radio comme pour la AM, le son change leur fréquence. La FM a également été inventée par Howard Armstrong. Il a commencé à travailler dans les années 30 avec une ferveur de missionnaire pour construire une radio haute fidélité. Après des essais encourageants avec RCA, la société décida brusquement d'abandonner. Sarnoff! Well, why have you cancelled my project? Get off my back. Hi-Fi radio is the thing of the future. Une fois la radio FM lancée, Armstrong et RCA entamèrent une interminable bataille juridique sur les brevets. You have stolen my ideas. You did not. I was the inventor. Certainly not. Aujourd'hui, la FM est solidement implantée. Elle est irremplaçable pour les communications radio comme pour la diffusion. Quand je pilote mon petit avion, j'utilise la radio. Personnellement, je ne volerai jamais sans elle. Cela me permet de rester en contact avec la tour de contrôle, les autres pilotes et les aéroports. Si vous vous perdez, la tour de contrôle peut vous aider à retrouver votre chemin. C'est aussi une radio de navigation. Je peux la régler sur différentes radiobalises installées dans tout le pays. Je peux m'orienter en fonction de ces balises pour retrouver mon chemin facilement. Les radios grand public sont également beaucoup plus sophistiquées. Un grand nombre d'entre elles ont des réglages automatiques et la qualité du son est très impressionnante, surtout pour la FM. Mais malgré ces améliorations, la radio a vraiment été éclipsée par la télévision et d'autres miracles plus modernes. Les radios ne sont plus des objets aussi précieux qu'autrefois.